Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes. Allons tout de suite en kiosque avec la revue de presse et on démarre évidemment par le quotidien La Nouvelle Expression, le journal qui met en sa une stabilité politique et sécurité les dessous du balai diplomatique de Yaoundé, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchikiwabo, et la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, en mission conjointe de paix et de sécurité, et au Cameroun, une mission groupée loin d'être fortuite, écrit le journal municipal législatif, 15 partis à l'assaut du littoral. Le délégué régional d'Elections Cameroun pour le littoral parle de l'effervescence que son administration a vécue. Le tribunal criminel spécial à Tanganakuna veut rembourser. Pour ce faire, il demande au tribunal d'ordonner la main levée sur ses comptes. Le Conseil d'État s'oppose à cette demande. Voilà pour ce qui est donc du quotidien La Nouvelle Expression. Parlons à présent du quotidien Mutation, mutation qui met en sa une situation sociopolitique au Cameroun, trio d'attaques parlant ainsi de la secrétaire générale du Commonwealth, le secrétaire général de la francophonie et le président de la Commission de l'Union africaine qui ont été reçus en audience par le chef de l'État Paul Biya. Le quotidien Cameroun Tribune parle d'Union africaine, Commonwealth, francophonie, soutien assuré donc au Cameroun et au président de la République pour la résolution de la crise anglophone. Le quotidien Le Messager parle plutôt des menaces des États-Unis. Les émissaires de Biya supplient Tibor Nage, une délégation conduite par Félix Mbayou, le ministre délégué à séjourner aux États-Unis, pour tenter négocier le maintien du Cameroun dans la liste des pays bénéficiaires de l'AGOA. Et puis le jeune enquêteur met en sa une vers le report du double scrutin du 9 février 2020, 3 gros diplomates à Yaoundé pour en débattre. L'élection sans le MRC est un gros risque pour le Cameroun. C'est le branle-bas dans les formations politiques, écrit le journal de Casimir Désiré Itagne. Et puis le journal financier d'Afrique qui parle de commerce intra-africain, la stratégie du Cameroun pour le libre-échange africain, indique le journal, et évoque évidemment les arrestations contre la corruption qui se poursuivent au Gabon. Le journal satirique Le Popoli revient sur ce retrait du MRC. Le MRC jette l'éponge, le RDPC jubile, écrit le journal satirique Le Popoli. Voilà ce qu'on peut retenir de la revue parue en kiosque, des journaux parus en kiosque ce matin. Place à présent avec évidemment nos invités du jeudi qui sont évidemment déjà là. Le doyen Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul Chounette, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, bonjour Guy Hervé Fongan, je ne peux pas vous oublier. Avant de parler de l'actualité qui a marqué mon attention, je tiens ici à formuler toute ma sympathie à M. Jean-Philippe Ngomebe, le tout nouveau sous-préfet de Dibombarie qui a perdu son épouse dans la nuit d'hier. La nouvelle a fait le tour de la ville comme une traînée de poudre. Alors imaginez ce jeune sous-préfet qui avant d'être envoyé à Dibombarie, avait été premier adjoint préfectoral donc qui perd sa jeune épouse. Tout ce que je peux faire, c'est de lui témoigner ici toute ma sympathie. Beaucoup de courage. Et beaucoup de courage. Bon, pour revenir à l'actualité, je peux tout simplement noter l'opiniâtreté de certains caciques de ce régime qui, j'ai l'impression, qui donnent l'impression que leur personne est plus importante que le parti ou que les intérêts. Quand je pense par exemple à M. Cavaillé Guédibré, député, président de l'Assemblée nationale depuis 1992, député depuis 1972, qui en est à son énième mandat, qui ne comprend pas que la circulaire du chef de l'État demande aux plus anciens de pouvoir céder, mais qui s'accroche bec et ongle à la candidature. On se demande vraiment à quoi cela rime. Quand on regarde de l'autre côté, du côté de la Dabawa, on voit comment son vice-président de l'Assemblée nationale, député aussi depuis 4 ans, mais qui ne veut toujours pas partir, et qui ne réalise pas qu'ils sont en train de se couvrir de ridicule, et plutôt ils sont en train de démontrer que ils ne respectent pas le président national la simple circulaire de leur parti. Donc c'est tout simplement extraordinaire.
Guerre Fongan, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul, la voix de l'Ouest, et bonjour au doyen Camille Nellet, que toute la presse, le monde entier nous envie. Et bonjour à tous ceux-là qui prennent du plaisir à nous regarder et qui estiment que nous contribuons à construire une conscience citoyenne et à éduquer les masses. Évidemment, l'actualité qui vous a marqué. Alors, moi, ce qui m'a marqué, c'est un brillant reportage que j'ai regardé encore ce matin sur aux 7h d'Equinox TV. D'ailleurs, le reportage que vous avez brillamment réalisé, Jean-Paul, qui parlait de Bimbia. Bimbia, du côté du sud-ouest. Moi, ça m'a donné la chair de poule. Et c'était assez révoltant de savoir que on est dans un pays où on a tout abandonné, où il n'y a pas de vision. Et ça m'a rappelé justement ce que j'avais vu et découvert à l'île de Gorée au Sénégal. J'ai vu comment les Sénégalais ont réussi à transformer magistralement un endroit triste, un endroit traumatisant, en un excellent parc d'attractions, un excellent site touristique qui génère d'énormes revenus en rappelant aussi à la mémoire collective ce qui s'était passé à ces endroits et ainsi qu'à la jeune génération. Tout à fait. C'est des histoires à peu près similaires. C'est-à-dire que c'est un endroit où beaucoup d'Africains ont été déportés pour le fameux commerce des esclaves pendant la traite négrière pour les Amériques. Et on a également un site au Cameroun qui s'appelle Bimbe, où beaucoup de Camerounais, je crois que vous parlez de 68 000 ont été déportés de Bimbe pour les Amériques pendant la traite négrière, pendant l'esclavage. Et quand je vois le degré d'abandon de ce site-là, ça me conforte simplement dans l'idée selon laquelle on a... Pourtant classé au patrimoine national de l'État. Un patrimoine national. On n'a pas de vision, on n'a pas de... je vais dire que il n'y a pas une volonté, une capacité, une intelligence nécessaire de la part de nos dirigeants. Surtout ce canon à poudre. À pouvoir transformer ces obstacles en opportunités. Là, le canon à poudre aurait pu être un excellent site touristique qui aurait pu générer des devises pour notre pays, comme ça a été fait de manière brillante avec l'île de Gorée. Donc j'invite nos dirigeants, de temps en temps, quand ils voyagent, qu'ils fassent des voyages utiles et qu'ils découvrent qu'on peut... en voyageant au-delà de la villégiature, on peut ramener des choses intelligentes pour développer notre propre pays. Donc votre reportage est assez riche en émotions, c'était émouvant, mais surtout il est assez révoltant pour nous autres qui pensons que on peut faire mieux, on aurait pu capitaliser de manière brillante, comme les Sénégalais ont pu faire avec l'île de Gorée. C'est assez... J'espère qu'ils vont regarder ça à plusieurs reprises. Surtout ce char à canon qui a déjà plus de 200 ans. Et qui est encore présent, qui est encore visible. Et j'oubliais avec Alfred Sarkey notamment et tout ça, avec tout encore bien présent. Et malheureusement, c'est dans un abandon indescriptible. Et vraiment, quand c'est copié de temps en temps, ce qui est bien. Et je comprends pourquoi est-ce que le président sénégalais a accordé beaucoup de facilité à notre compatriote, brillant écrivain, Achille Bembe. En lui desservant un passeport diplomatique. Un passeport diplomatique parce qu'il estime qu'on est vraiment dans un pays qui n'est pas dirigé. Quand on voit ce genre de choses, c'est révoltant. Copions ce qui se fait bien ailleurs et implémentons ici. Bimbia est transformable et capitalisable. Et si on fait la chose bien, et ça ne peut qu'arriver qu'on aura des dirigeants qui ont une vision qui veulent transformer et développer ce pays. Jean-Paul Chounel, pour parler de canon, il y en a aussi un du côté de Djibalé. Il y a un canon aussi qui est là, qui est complètement abandonné à la broussaille. Et Djibalé qui est une île absolument unique dans son genre. Une île paradisiaque. Voilà. Ce canon aussi est là. Il est comme une sorte de... Il fait partie du décor tout juste. Même si aller en Djibalé, c'est un pays béni finalement. Sauf qu'il n'y a pas de... Alors, chers messieurs, on entre dans le vif du sujet. Camille Nellet, la politesse voudrait que ce soit vous qui preniez la parole en premier. Stabilité politique et sécurité, les dessous du balai diplomatique de Yaoundé, c'est quand même extraordinaire. On n'a pas eu à voir ça quand même dans un pays africain ou encore moins au Cameroun. 3 chefs de mission, j'ai envie de dire 3 dirigeants d'organisations internationales qui arrivent au Cameroun le même jour, sont reçus le même jour par le chef de l'État. Est-ce que ça ne traduit pas quand même une certaine urgence de l'heure, à savoir les problèmes qui se posent au Cameroun, les questions électorales et la crise anglophone? Je pense que la venue de ces 3 personnalités n'est pas fortuite. Et leur arrivée au même moment
et même leur entretien avec le chef de l'État au même moment. Qui n'a même pas été annoncé à la presse comme on le fait d'habitude. Tout à fait. Et bien évidemment, le message officiel ne dit rien sur ce qui s'est dit en réalité, ne dit rien sur ce que l'on peut déceler en dessous. C'est seule la presse privée qui est en train d'essayer de fouiner pour lire certainement entre les lignes cette venue assez inopinée, mais assez particulière de 3 hautes personnalités portées à la tête de 3 grandes organisations, l'OIF, le Commonwealth et l'Union africaine. Ce n'est pas fortuit. Bon, c'est vrai que le langage officiel, le discours officiel ne dit rien. C'est la diplomatie. C'est la diplomatie. On est en train de nous présenter comme un ballet diplomatique, comme une grande rencontre au sommet entre le chef de l'État, le Commonwealth, l'Union africaine et l'organisation de la francophonie. Mais on ne dit rien. Bon, la presse privée, elle est en train de subodorer une sorte de pression. Bon, pression peut-être feutrée ou bien pression pression conséquente. Dans tous les cas, Camille, juste pour vous relancer, est-ce qu'il est possible que ces 3 responsables des grandes organisations internationales viennent à Yaoundé, rencontrent le chef de l'État sans évoquer, j'ai envie de dire, les questions qui fâchent? Non, évidemment pas, puisque même dans les colonnes du journal Cameroun Tribune, on dit qu'effectivement un certain nombre de choses ont été inscrites au menu de leurs entretiens, les problèmes électoraux, les problèmes sur la sécurité, l'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Non, forcément, mais beaucoup voient là-dedans, derrière cette visite en réalité, une pression diplomatique sur le président de la République, sur le gouvernement, et peut-être une sorte d'incitation à revoir les choses ou à voir les choses, ou même, on a même parlé de leur disponibilité à s'impliquer de façon directe dans la résolution ou dans la recherche d'une stabilité un peu plus conséquente au Cameroun. Guy Hervé Fongan. Disons, moi j'ai observé cette actualité avec beaucoup de recul et de froideur. D'ailleurs, je félicite la nouvelle expression d'avoir mis ce titre, cette information à la une, parce que ça traduit une certaine cohérence et une constance. Et je me réjouis de ce que c'est Edmond qui les fait. Souvenez-vous qu'il y a quelques semaines, quelques temps avant le fameux grand dialogue national, c'est également la nouvelle expression qui nous avait rappelé que ce grand dialogue intervenait quelques jours avant l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était quasiment le seul journal quotidien, papier, qui en avait parlé à cette époque-là pour davantage, j'allais dire, interpeller les gens sur le lien qu'on pourrait établir entre cette sortie du président et l'Assemblée générale des Nations Unies. Je ne veux pas dire que la nouvelle expression Edmond lève des lièvres, mais simplement pour dire que c'est bien que la presse joue ce rôle de sentinelle et attire l'attention des Camerounais sur ce qui est en train de se passer. Et on ne peut pas ne pas lier cette sortie au retrait du MRC de l'élection de février, parce que voyez-vous, moi je suis un peu amusé. Autrement dit, c'est le retrait du MRC qui fait bouger les lignes? Non, je refuse de croire qu'ils sont venus parce que le MRC s'est retiré. Non, c'est forcément une visite qui était préparée, encore que le MRC, ce n'est que lundi qu'on l'a pris. Je présume que cette visite a été préparée il y a longtemps à l'avance, mais il n'est pas exclu que le professeur Moïse Kamto ait accès à un niveau d'information que nous n'avons pas, et ce n'est pas banal cette venue. On parle quand même du Commonwealth, de la francophonie et de l'Union africaine. Je veux dire que c'est 3 sorties qui ne sont pas hasardeuses, ça prend très au sérieux, mais il faut avoir toute raison de garder, parce que je vois des gens qui commencent à fantasmer, depuis que ces gens sont arrivés, sur une éventuelle bunkérisation du palais d'Etoudi, comme ça avait été le cas avec Gbagbo. Donc il y a ce fantasme-là qui est alimenté. Oui, si vous lisez avec beaucoup de froideur les éléments de langage distillés dans la presse classique. Guy Hervé Fongan, je ne veux pas vous interrompre pour reprendre les paroles célèbres du locataire d'Etoudi. On ne commente pas les commentaires. Laissez les gens commenter. Il y a une rhétorique qui alimente ce fantasme-là. Une sorte de bunkérisation du palais d'Etoudi, comme ça avait été le cas avec Gbagbo. Et donc je dis que non, c'est pas de ça. Et quand vous écoutez leur déclaration sortie de l'entretien avec le président, il y a quand même des éléments de langage qui sont évoqués. Il parle du retour à la paix, il parle de l'accompagnement, il parle de l'expertise qu'il veut apporter pour le bilinguisme, etc. Il parle d'un certain nombre d'éléments qui
Je veux dire qu'il n'y a pas de, a priori, il n'y a pas d'affrontement visible, mais ce n'est pas banal. Et je continue de croire, pour ma part, que contrairement à ce que les gens pensent, je crois que c'est lié au retrait, au retrait du MRC. Parce que voyez-vous, je suis convaincu de ce que le MRC n'a pas dévoilé toutes les facettes de son retrait qui, pour ma part, a été un retrait assez stratégique, qui n'est pas banalisé. En tout cas, ces éléments sont liés. Ces éléments sont liés. Tout est lié et il faut faire très attention. Et ça va être davantage intéressant à observer, à décrypter, à analyser dans les semaines à venir, parce que, contrairement à ce que les uns et les autres peuvent penser, le plus grand absent, c'est-à-dire le MRC, sera le plus grand présent. Camille Nélé, est-ce que quand on regarde ce qui se passe à Yaoundé avec ses émissaires, l'Union africaine, l'OIF et le Commonwealth qui sont arrivés, est-ce qu'au sorti de là, quelque chose peut véritablement bouger? On ne sait jamais. Vous savez, avec ce qui se passe entre les quatre murs de Toudi, il n'y a pas souvent, nous a pas habitués à nous donner la quintessence des vraies choses, des vrais discours et des vrais accords qui peuvent être conclus entre le président de la République et ses illustres hôtes. Mais comme vous le dites, comme d'ailleurs la presse de Subodor et comme le soupçonne une certaine opinion, la venue de ces gens n'est pas fortuite, leur présence à Yaoundé au même moment n'est pas fortuite, leur entretien avec le chef de l'État de manière pratiquement urgente, n'est certainement pas fortuite non plus. Donc, il y a des choses sérieuses qui se sont dites, c'est vrai, et Guy Hervé Fongan a raison quand il dit que leur arrivée au Cameroun était préparée depuis très longtemps, parce que de telles rencontres ne s'improvisent pas. Sont préparés depuis un moment et effectivement il y a un certain nombre de petites choses. Les bruits des couloirs diplomatiques ne ressortent jamais à l'extérieur. Ils ne ressortent jamais à l'extérieur. Vous savez, nous, depuis plus d'un an et demi, moi j'avais dit que pour que, au-delà de l'élection présidentielle, pour que les choses soient un peu plus paisibles au Cameroun, il faudrait d'abord qu'on commence d'abord par un recensement pour savoir combien nous sommes exactement au Cameroun. Sur la base de ce recensement, on pourra reformer à ce moment-là le code électoral et savoir que dans telle région, dans telle zone de notre pays, il y a tant de population. Parce que je l'ai toujours dit et je continue à le maintenir, on ne peut pas nous dire, on ne peut pas continuer à nous faire croire que la ville de Douala n'a que 1 600 000 habitants. Ce n'est pas possible, alors qu'on sait très bien que Douala a au bas 6 à 7 millions d'habitants. Or, sur le plan électoral, au niveau électoral, on sait que c'est 1 600 000. Donc, c'est les choses qui faussent et les résultats et les perspectives. Est-ce que Camille, sur le code électoral dont vous évoquez, il y a quand même, par exemple, la déclaration, l'article 66 qui dit la déclaration de biens, et il y a, non, ça c'est la Constitution, excusez-moi, je ne voulais pas du code électoral, où on indique clairement que dans ce code électoral, il faudrait par exemple qu'on instaure le bulletin unique qui va permettre d'éviter un certain nombre, ou alors qui va permettre un certain consensus, et le bulletin unique et d'autres questions. Est-ce que pour le faire, il y a des aspects dans cette loi? Est-ce que pour modifier cela, il faille forcément recenser la population? Non, il faut d'abord commencer par... Mais à vrai dire, il faut d'abord qu'on sache, il faudrait bien qu'on sache... Il faut faire un travail pédagogique. Combien on a au Cameroun pour pouvoir descendre au niveau du code électoral. Mais au niveau du code électoral, j'ai toujours dit qu'il est temps, il est plus que temps aujourd'hui au Cameroun que les responsables divers leaders politiques s'assoient avec le pouvoir pour qu'on se mette d'accord sur un code accepté de tous avant que la loi ne passe à l'Assemblée. Parce que le code électoral ne se décide pas dans les réseaux sociaux ni dans les journaux. Il faudrait bien que ça passe, après tous les accords, ça passe par l'Assemblée pour qu'il soit accepté de tous, qu'il soit inattaquable. Donc aujourd'hui, aucune personne honnête ne peut se risquer à dire que le code électoral en vigueur est blanc comme neige. Non, c'est pas possible. Ce code électoral est un code électoral qui est désuet. Il faut le dire, il faut le changer. Bon, mais maintenant, tous ceux qui ont participé aux élections jusqu'à présent l'ont toujours décrié. Et maintenant, au moment où l'élection est programmée pour les 2-3 mois à suivre, est-ce qu'on va s'atteler à changer le code électoral avant l'élection? Bon, c'est le souhait certainement de beaucoup de personnes, mais humainement et techniquement. Quitte à reporter l'élection. Et quitte à reporter l'élection, mais seulement reporter l'élection aujourd'hui, au moment où ça déjà. Vous savez que le gouvernement bien n'a pas l'habitude
De se sentir autant bousculé. De se sentir bousculé et d'avoir à perdre la face. Parce qu'aujourd'hui, renvoyer l'élection pour le code électoral serait démontrer tout simplement qu'il y a eu des pressions et le régime a tout simplement cédé. Hervé Fongan, est-ce que, avant que vous ne réagissiez, est-ce que dans la configuration actuelle, comme beaucoup d'observateurs le disent, le président Biya est presque en fin de règne, est-ce que ce n'est pas le moment de mettre toutes ces questions sur la table, régler tout ce qu'il y a comme incompréhension et que si jamais il arrive qu'il parte, au moment de partir, qu'après lui, qu'il n'y ait pas d'autres batailles qui continuent dans les mêmes lancers? Vous savez, ma religion est faite sur le sujet. Je suis de ceux qui pensent avec force et conviction que même avec le code électoral actuel, il est possible de battre le RDPC. C'est tout à fait possible et j'ai été très embarrassé que ce soit un argument qui soit brandi par le MR pour se retirer. Mais je comprends évidemment qu'en réalité c'est une raison périphérique, que les vraies raisons sont ailleurs et qu'on va le découvrir au fil des semaines qui arrivent. En réalité, pour répondre à votre question, il faut dire que si le RDPC en face un seul parti, c'est-à-dire une liste unique, une sorte de plus en plus, les partis d'opposition parlent de liste arc-en-ciel, pas plusieurs candidats en même temps, pas plusieurs partis politiques, le RDPC perdra. Souvenez-vous, je lisais encore il y a quelques jours un témoignage émouvant de Cyril Kemenyé, justement travaillant pour la CRTV, qui rappelait que dans le sud où il avait voté dans le bureau de vote, eh bien, le RDPC avait perdu, sauf qu'au finish, les données ont changé. Les données ont changé, le RDPC a été déclaré vainqueur parce qu'il y avait plusieurs candidats en liste. Je continue de penser, s'il y a une liste, ce que certains appellent coalition arc-en-ciel, avec plusieurs partis politiques qui coalisent, qui vont à l'élection et qui ont en face un seul adversaire, c'est le RDPC, avec ce code électoral, je veux dire qu'il y a un degré de fraude, il y a un degré j'allais dire, d'écart où il est difficile de frauder. Vous imaginez un résultat du genre, parce que c'est un vote local où il est possible de surveiller le vote. Ça s'est vu à Douala de manière brutale. Et il y a une chose qu'on ne dit jamais assez, la société dans laquelle on vit évolue en se complexifiant. Et donc les besoins de celle-ci suivent exactement la même tendance. Le citoyen qui vote aujourd'hui n'a rien à voir avec le citoyen de 97. Les données ne sont plus exactement les mêmes en termes de vigilance. Les citoyens sont de plus en plus éveillés et s'intéressent aussi à la politique. De plus en plus. Voyez-vous, une rare fois, on a assisté à une élection où même ceux qui étaient dans le Nevada pouvaient en direct voir les chiffres au tableau. C'est-à-dire que les gens se... La présidentielle de 2017. Donc, avec, 18. 2018. Donc chacun pouvait rester à la maison et rien que faire le décompte jusqu'à observer le bureau de vote et avoir sa petite idée. Une idée du résultat définitif. Ça veut dire qu'il est compliqué de faire ce qu'on faisait avant. Et ce code électoral, bien sûr, évidemment, on peut le changer à l'Assemblée. Et pour ma part, vous imaginez, dans un bureau de vote, vous avez le RDPC, par exemple, une élection à la mairie, le RDPC a 20%, la liste qui est en face à 80%. 80%, mais c'est émietté. C'est émietté. Vous imaginez comment il va être difficile de frauder dans ces conditions. C'est comme ça d'en repartir dans plusieurs autres bureaux de vote. Ça va être compliqué de frauder parce que les gens seront décidés à suivre jusqu'au bout et on risque de frauder l'insurrection si on va contre la volonté du peuple. Mais comme les gens sont dispersés, eh bien, ça laisse le flanc à une sorte de cafouillage et le champ le grand bénéficiaire le RDPC évidemment, parce que s'il y a une liste consensuelle, mais avec ce code électoral et que les gens surveillent le vote, sont inscrits, il est possible pas le RDPC, parce qu'on risque de frôler l'insurrection, parce que les gens vont défendre leur vote. Ça n'a rien à voir avec l'électeur de 97, l'électeur de 2018-2020 est beaucoup plus vigilant, c'est un électeur plus informé, il est plus exigeant. Camille. Oui, bon, je voulais dire que le RDPC lui-même, qui est seul contre tous, a un problème interne aujourd'hui. Il n'est pas seul contre... Enfin, bref. Bah. Oui, en fait, c'est le parti au pouvoir. Oui, on n'a pas de parti au pouvoir. Vous êtes en train de parler de mutualisation. Oui. C'est tous contre un. Oui, bon, lui, il est seul contre tous. Ce RDPC lui-même a de sérieux problèmes. Il y a des problèmes à l'intérieur, dans son intérieur. Vous imaginez que la hiérarchie du RDPC n'arrive même pas à prendre en compte les aspirations et des militants et des populations, en laissant, par exemple, être investis des personnes qui sont vomies, décriées. Les chargés de mission qui tripatouillent. On se demande si ces chargés de mission n'ont pas pour mission justement de venir fragiliser les listes du RDPC. Parce que dans certaines circonscriptions, on va retrouver même des repris de justice que les chargés de mission
ont laissé être infiltrés dans les listes, sachant très bien que ces personnes sont décriées, ces personnes ont un casier judiciaire ou ne sont pas camerounais. Donc, il y a des problèmes à l'intérieur de ce parti aujourd'hui qui lui-même ne comprend même pas la complexité ou les complexifications des données sur le terrain aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans l'Adamawa, le nord et l'extrême nord, où les militants du RDPC et les populations ne veulent plus de certains caciques qui sont là depuis trop longtemps. Ils en viennent carrément aux mêmes choses qu'on n'avait jamais vues dans le secteur. On en est venu aux mains, les gens se sont battus, se sont donné des coups de poing. Ça veut dire que les choses sont différentes. Le RDPC doit comprendre qu'il doit tendre beaucoup plus l'oreille et avoir l'œil ouvert sur les réalités du terrain face à une élection, à la veille de cette élection qui elle-même se trouve à un tournant. Un tournant décisif de l'histoire du Cameroun. Guy Hervé Fongan a parlé de la fin de règne du président de la République. Oui, c'est vrai, parce qu'après 2025, il sera difficile d'imaginer que le président de la République se représente encore jusqu'à 2032 et tout ça. Non, moi je pense que le RDPC a tout intérêt aujourd'hui, non seulement à avoir l'œil ouvert sur les réalités du terrain, mais surtout sur les réalités internes. Et ces réalités internes vont faire que s'il ne tient pas compte de ces réalités internes, il va se retrouver une implosion, de grosses déconvenues et surtout des votes sanctions. Non, mais il faut dire que, une phrase rapidement pour indiquer que le RDPC ne tire pas suffisamment les leçons du passé. Voyez-vous, lors de la récente élection législative d'il y a 2013, ouais, par exemple, Yabassi, c'est pas ça, Yabassi, le RDPC, ils sont allés exactement comme ils font cette année. On a pris les mêmes et on a recommencé. Et un parti sorti. Un parti de nulle part est venu prendre la mairie. Justement avec un certain Messanga Yamdine qui n'avait pas été écouté, comme cette année encore, qui avait donné des consignes de vote, malheureusement, pour son ami Olivier Billet, qui avait coalisé avec Jacques Mamboula, qui a fini par devenir maire. Le RDPC a perdu parce que la base n'avait pas été écoutée. Et ils sont en train de reprendre les mêmes erreurs. Jacques Mamboula lui-même, avant cette élection, était militant du RDPC. Et donc, le même schéma peut se reproduire dans toutes les communes du Cameroun si les gens se mettent ensemble. C'est vrai qu'à l'époque, c'est beaucoup plus Yabassi qui avait parlé et on pourrait vivre l'insurrection là aujourd'hui. Camille, la question que je voudrais quand même vous poser, on a parlé, Guy a parlé de l'émiettement de l'opposition, il n'y a pas de coalition. Est-ce que jusqu'ici, quand on écoutait certains analystes politiques, quand on regarde de 92 ou alors de 91 de l'arrivée du multipartisme jusqu'à pratiquement avant 2018, l'opposition, la stratégie de l'opposition consistait à conquérir le pouvoir ou alors en obtenant juste quelques positionnements, quelques postes de positionnement. On n'a pas vu une véritable opposition radicale. Est-ce que ce que Maurice Kamto vient de faire, en décidant par exemple de se retirer de cette course, refusant tout arrangement possible avec le... Est-ce que ce n'est pas aussi un coup décisif pour dire qu'aujourd'hui, l'opposition doit avoir une autre façon de voir les choses? Vous avez raison en posant cette question, Jean-Paul Chounel, parce que de 92 à aujourd'hui, on a eu l'impression, au-delà de l'entrée en fanfare du SDF dans la vie politique en 1992, en 1990 d'ailleurs avec la marche de Bamenda, on a eu l'impression par la suite que l'opposition fonctionnait pratiquement sur un mode de résignation, c'est-à-dire être présent, essayer de conquérir ce qu'on peut conquérir. Quelques postes ministériels. Voilà. Aujourd'hui, moi je pense que l'opposition aujourd'hui qui veut aller à l'élection pense un peu plus, a déjà changé de paradigme. C'est-à-dire que changer de logiciel. Bon, le MRC, qui est un parti qui est en croissance, en pleine croissance, parce que quand moi j'entends les gens dire que c'est le principal parti de l'opposition, c'est le plus grand parti de l'opposition, non, le MRC est sorti deuxième à l'élection présidentielle. Mais ça ne fait pas de l'UMRC la deuxième force politique, parce que le MRC n'a qu'un seul député et 19 conseillers municipaux. Donc, sur le plan technique et sur le plan comptable, ce n'est pas cela. Mais par contre, on a vu l'engouement des militants du RDPC et surtout la pugnacité des militants de ce parti dans la conquête du pouvoir et des espaces. Aujourd'hui, le président du MRC a décidé
presque unilatéralement, parce que sa décision... Il a pris de cours, même c'est propre du temps de sortir de l'élection. Certains parlent de stratégie. Oui, quelle stratégie? D'autres qui disent qu'il est en train de se susciter. D'autres disent que non. Il est trop intelligent pour se suicider. Il est visionnaire. Il est trop intelligent pour se suicider. C'est l'avenir seul qui nous dira pourquoi il a fait. Mais vous savez très bien qu'au-delà de ce retrait spectaculaire, il y a aussi le fait que le MLC lui-même n'avait pas... vous savez, on avait les évêques se suicider. N'avait pas encore réussi à avoir plus de 36 listes. Non, pour tout le Cameroun, c'était vraiment pas suffisant pour assister, pour participer de façon honorable à une élection. Mais la posture de M. Kamto en disant que nous avons décidé, nous ne voulons pas nous participer à cette élection, c'était certainement aussi pour susciter une sorte d'effet dominant sur les autres partis en se disant que si nous nous mettons à plusieurs pour nous désister cette élection, le RDPC pourra se retrouver comme le Tchad en 1996. En 2006, vous savez, en 2006, toute l'opposition avait boycotté l'élection. Et M. Idriss Déby s'était retrouvé avec 4 partis de l'opposition. Mais 4 partis de l'opposition, parmi lesquels 3 partis alliés, dont le président était ministre de la République. Alors il était en train c'est bien ridicule ça quand même. Mais je vous dis, il y avait 4 partis. Il y avait 3 partis qui étaient là, M. Kassiré, M. Mahamat et M. je ne sais plus lequel. Et un seul petit parti, le MSAR qui est venu, qui sortait de nulle part et qui a donné la crédibilité à cette élection, parce que sans le MSAR, en 2006, le parti d'Idriss Déby se serait retrouvé face au parti dont les présidents sont les membres du gouvernement. Ce que tente de faire M. Kamto aurait pu avoir le même effet au Cameroun si vraiment tous les partis décidaient de se retirer. Mais le retrait seul du MRC, et en réalité le retrait du MRC arrange beaucoup de partis qui sentaient déjà le danger et savaient très bien qu'ils étaient mal partis et qui étaient en train de penser de plus en plus à une mutualisation. Le retrait du MRC aujourd'hui arrange beaucoup de partis. Mais on doit voir... Arrange aussi, comme on dit, les partis qui sont dans la logique du positionnement. Bien entendu. Mais au-delà de ce retrait aujourd'hui, on peut se demander que pourra-t-il se passer et pourquoi M. Kamto a-t-il décidé de se retirer? L'avenir nous le dira. Non, rapidement, 2 choses. La première, pour dire que le retrait du MRC de cette élection est un signal fort qui a envoyé à le plan national international et c'est loin d'être un acte banal. Je refuse de croire que si, pour les raisons évoquées, les 3 raisons qui ont été abondamment débattues, je pense que c'était les raisons périphériques et on n'a pas encore jusqu'ici la quintessence du vrai positionnement stratégique du MRC. On le saura dans les jours à venir et je pense que les vraies raisons sont ailleurs. Deuxième chose, rapidement, il faut indiquer quand on fait une analyse SWOT pertinente, c'est-à-dire en analysant les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités de ce qui se passe dans notre champ politique, en faisant un vrai marketing politique, on voit très bien que ce qui s'est passé dans le Nord, dans Aïbolo, San Milima, avec tous les mouvements d'humeur qu'on a perçus, il y a des manifestations externes d'implosion qui vont être capables de décrypter et d'analyser, qui peuvent être pour l'opposition une sorte d'opportunité. Même au RDPC, il y a beaucoup de mécontentement, il y a des grincements de dents visibles. Pour une fois, les gens ont dit à tout un président de l'Assemblée nationale, depuis 50 ans, tu es là-bas, tu ne fais rien. Chose qu'on avait jamais entendu. Les gens ont besoin d'autre chose et l'opposition peut surfer dessus en se mettant ensemble et même dans le RDPC, recruter des militants là-bas et remporter les mairies. Merci. C'est un place à l'Assemblée nationale. Merci Guy Fongan. Merci Guy Fongan, merci Camille Nélé. La pensée du jour, qui veut la pluie doit aussi accepter la boue. Qui veut la pluie doit aussi accepter la boue. C'est une pensée qui nous vient depuis le village Nyokon là-bas. Jean-Paul Nga, un fidèle téléspectateur de la revue des Grandes Unes. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette revue des Grandes Unes. Rendez-vous demain pour la dernière de la semaine et restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith qui démarre dans quelques instants.